Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la loi Pinel qui est le dispositif plébiscité par les Français et qui permet de se constituer un patrimoine immobilier tout en réduisant leurs impôts. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés une autre Mélanie, Mélanie Ravier. Bonjour Mélanie, qui est directrice associée de l'agence Quintessence de Besançon et qui va vous expliquer tout simplement les principes du dispositif à travers un cas concret, un cas pratique, et qui vous expliquera aussi pourquoi il faut absolument profiter de cette solution sur cette année 2022, car le dispositif va subir des changements notables sur les prochaines années. Avant de laisser la parole à Mélanie, un petit rappel des règles de bienséance pour le déroulement de ce webinaire. Vous avez à droite de votre écran un petit onglet « Questions » dans lequel vous pourrez formuler toutes les interrogations que vous avez au sujet de ce dispositif. Et Mélanie et moi y répondrons donc à la fin de sa présentation. Eh bien, Mélanie, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous déjà. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment réduire ses impôts avec la loi Pinel et surtout pourquoi le faire cette année. Voilà. Avant toute chose, j'aimerais juste resituer que donc on est le groupe Plural et dedans on est constitué, donc c'est constitué de Quintessence, donc nous conseillers en gestion de patrimoine, mais on a aussi nos courtiers Privilège Courtage, on a Ketty Gestion, nos gestionnaires de biens locatifs, et aussi on a Lifestone, donc tous nos agents immobiliers. Voilà. Donc ça va être important parce que quand on va rencontrer des clients, évidemment, ils vont être gérés de A à Z, donc du démarrage du projet avec un financement et après jusqu'à la revente du bien. Alors là, j'ai pris un cas concret, donc c'est des clients à moi. Donc monsieur est né en 71, madame est née en 73. Aujourd'hui, ils sont tous les deux professeurs, ils sont mariés sans contrat de mariage. Ils ont 2 enfants, donc une grande de 21 ans qui n'est plus sur le foyer fiscal et le dernier qui a 18 ans. Et par contre, il va travailler l'année prochaine, donc il va quitter le foyer. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on est sur 2 parts et demi. Au niveau de mes revenus, donc monsieur déclare 37 000 €, il fait les frais réels, donc il est imposé sur 31 000 €. Madame touche 30 000 € à l'année, elle fait les 10%. Donc, le montant du foyer, aujourd'hui, est imposé sur 58 843 €. Les impôts actuels sur 2021, donc, on était à 4 095 €. Sachant que le dernier va quitter le foyer, on va augmenter l'impôt et on sera à 5 665 € d'impôt à payer. Aujourd'hui, mes clients sont sur une tranche marginale d'imposition à 30%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sommes qui rentrent aujourd'hui dans le foyer supplémentaire sont taxées à 30%. Donc, si monsieur prend une augmentation de 1 000 € à l'année, il y a 300 € qui partent en impôt à l'État. Voilà. Au niveau de leur situation patrimoniale, aujourd'hui, mes clients sont accédants à la propriété. La maison est estimée à peu près à 200 000 €. Ils ont un prêt à la Banque Populaire, donc ils ont 800 € de mensualité. Par contre, ils ont un taux à 2%. Donc là, directement, je leur ai dit, attention, le taux est trop élevé. Aujourd'hui, il vous reste un peu plus de 10 ans. Donc là, il faut rencontrer les confrères de Privilège Courtage pour aller renégocier le taux et déjà aller économiser sur ça. Aujourd'hui, ils ont simplement ce crédit-là. Donc, ils ont un taux d'endettement à 14%, sachant qu'on peut monter jusqu'à 35% aujourd'hui. Donc, ils ont une capacité d'emprunt. Au niveau des placements, mes clients donc épargnent. Par contre, ils épargnent sur un compte courant donc, qui rapporte 0. Il y a 23 000 € dessus et ils ont 2 livrets moissons, donc ça c'est propre à la Banque Populaire, qui sont arrivés à terme, donc ils ne travaillent plus. Aujourd'hui, ils ont 52 400 €. Je leur ai demandé, moi, combien je pouvais arbitrer, combien je pouvais aller dynamiser sur leur patrimoine financier. Ils m'ont dit, écoutez, vous pouvez prendre 10 000 €. Moi, il faudra que j'achète une voiture, donc il me faut de l'épargne de précaution à côté. Voilà. Ensuite, je suis venue aux objectifs. Donc aujourd'hui, pourquoi j'étais chez eux? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils m'ont dit, on en a marre de payer notre impôt dans le vent, on veut vraiment défiscaliser. Ok, bon, je l'entends. Mais par contre, dans quel but? Parce qu'on veut défiscaliser, d'accord, mais est-ce qu'on a une stratégie propre, un but final? Et ils m'ont dit, oui, on aimerait en fait créer du capital pour pouvoir, à la retraite, vu qu'on va baisser nos revenus, avoir une rente complémentaire. Donc voilà. Donc ça, c'était les 2 objectifs de mes clients.
La question qui vient ensuite, la question logique, hein, c'est aujourd'hui combien ils sont capables de mettre de côté tous les mois sans que ça change leur mode de vie pour pouvoir aller atteindre les objectifs. Donc, ils m'ont dit, 500 €, on est capable de les mettre tous les mois et en plus, j'ai les 10 000 € à arbitrer. Voilà. Et la stratégie, donc c'est une stratégie à moyen terme, c'est sur 10 ans. Donc là, aujourd'hui, mes clients, ils ont 51 ans et 49 ans. Le but, c'est d'aller dans les 10 prochaines années investir pour pouvoir récupérer ce qu'on va investir au cours des 10 années. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, pour pouvoir défiscaliser en France, on a 2 grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier financier, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des fonds de commun de placement à risque, des Sofica, du PER, c'est-à-dire que là, ils m'ont donné 10 000 €. Je serais allée les placer sur des fonds de commun de placement à risque, ils auraient une défiscalisation. Par contre, à chaque fois, c'est du one-shot, c'est-à-dire que tous les ans, il faut recommencer. Donc là, ce n'était pas le but de mes clients. Et après, on a le deuxième volet, c'est le volet de l'immobilier. Donc là, il y a plusieurs niches fiscales qui existent. On a du Malraux, du monument historique. Donc ça, c'est de la rénovation du bâtiment ancien. Par contre, c'est pour les tranches d'imposition, bon, à partir de 30, hein, mais il faut un peu plus d'impôts pour que ça soit optimal. Le déficit foncier, mes clients, ils n'ont pas de revenus fonciers. Pinel Dom-Tom, ça ne leur allait pas. Et le LMNP, l'option Zanzibar, il faut le garder 20 ans. Sinon, on rend la TVA au prorata. Et aujourd'hui, vu que j'ai une stratégie sur 10 ans, on est parti sur autre chose. Donc, qu'est-ce que je leur ai préconisé? J'ai retenu la loi Pinel. D'accord? Donc, on va faire le point sur la loi Pinel. L'important de savoir, c'est pour qui la loi Pinel va s'appliquer, quels sont les foyers éligibles? C'est tous les foyers qui payent plus de 2 500 € d'impôts par an, d'accord, et qui ont un effort d'épargne supérieur à 250 € par mois. Évidemment, hein, il faut être résident fiscal français, donc payer ses impôts en France. Alors, la question, c'est pourquoi les niches fiscales aujourd'hui existent en France? C'est parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens d'aller sponsoriser les startups, les PME, construire tous les logements, aller rénover les bâtiments anciens, classés, etc. Donc, il fait appel à nous, particuliers qui payons de l'impôt, pour pouvoir lui rendre service. Et en même temps, c'est un contrat entre l'État et le particulier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des durées d'engagement. D'accord? Donc là, pour le Pinel, c'est parce qu'aujourd'hui, il manque cruellement de logements en France, hein, dans les zones tendues, dynamiques. Alors, pourquoi le dispositif répond aux besoins de mes clients? Donc là, on va faire le tour. Je vais juste faire un petit topo donc, sur ce qu'est la loi Pinel. Aujourd'hui, l'État me dit, si tu achètes un bien dans une zone tendue, automatiquement, ce sera un bien neuf, d'accord? Sur ce montant-là, tu as le droit d'appliquer 2% du montant du bien. Donc, c'est-à-dire que si j'achète un bien à 200 000, 2% de 200 000, ça me fait 4 000 €. J'ai un engagement, parce que c'est un contrat, pendant 6 ans ou 9 ans à 2%. Donc, je m'y tiens. Et ensuite, je peux proroger pendant un an, de 1% jusqu'à 12 ans. Et voilà, il faut savoir que les 2% s'appliquent sur le montant TTC du bien plus les frais de notaire. Donc, les frais de notaire, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ont déjà acheté leur résidence principale dans l'ancien, c'est environ 8%. Dans le neuf, c'est des frais réduits, donc on est à 2,5% environ. Ça peut être moins, ça peut être moins. L'État me dit quoi? L'État me dit, par contre, monsieur le client, aujourd'hui, moi, je bloque les 2% à hauteur de 300 000. Mais ça ne nous empêche pas d'aller acheter un bien à 350 000, 400 000, 500 000, entre guillemets. C'est une vision patrimoniale. Il faut voir la vision patrimoniale du client. Mais l'État me dit, tu pourras appliquer tes 2% que sur 300 000. Ensuite, la loi me dit aussi que j'ai le droit d'aller réduire 10 000 € par an maximum avec mon Pinel depuis 2013. Donc, quand on a des clients qui paient 10 000 € d'impôts, ce qu'on fait, c'est une première Pinel à 300 000 €. Donc, ça me fait réduire les 6 000 €. Et ensuite, une autre Pinel l'année d'après à 200 000. Donc là, ça me fait réduire 4 000 €. Donc, en gros, le client va gommer ses 10 000 € par an pendant 9 ans. Voilà. Ensuite, je fais juste une petite aparté sur le Pinel. Le Pinel, alors pourquoi c'est important d'investir cette année jusqu'au 31/12/2022 parce qu'en fait, c'est 2% par an. Donc, sur 6 ans, 12%. Sur 9 ans, ça va faire un total de 18%. Et sur 12 ans, 21%.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être dégressif au fil des années. C'est-à-dire qu'en 2023, je prends l'exemple des 9 ans, hein, aujourd'hui j'ai le droit à 18%, en 2023 c'est plus de 15%, et en 2024 c'est plus de 12%. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence, parce que mes loyers ne vont pas pour autant augmenter, hein, je serai toujours plafonnée, mais par contre, la différence, ça sera à l'investisseur de le mettre. Donc d'où l'importance de faire cette année. J'ai mis juste un exemple concret sur un bien à 200 000. Donc, je prends toujours la colonne des 9 ans. Hein. Aujourd'hui, en 2022, la personne qui va signer donc, va pouvoir économiser 36 000 € d'impôts. En 2023, ça sera plus de 30 000 € d'impôts. Et en 2024, plus que 24 000 € d'impôts. Donc, c'est le moment. Ensuite, on nous parle de super Pinel. Donc, c'est Emmanuel Vargon qui nous dit, à la fin du Pinel, donc, on va peut-être mettre en place un super Pinel ou le Pinel Plus. Qu'est-ce que nous dit le super Pinel? Elle nous dit que, en fait, elle va aller chercher des exigences environnementales. Il faudra que tous les critères de construction soient par rapport à la RE 2020, d'accord? Donc, de toute façon, tous les permis de construire qui sont sortis à partir du 1er janvier 2022 doivent respecter cette norme RE 2020. Il va falloir aussi respecter la qualité d'usage d'un bien avec des surfaces minimales, donc des plus grandes surfaces. Par exemple, pour les T3, elle veut que les séjours soient traversants, il faut un bon agencement, il faut un accès systématique à un extérieur, donc balcon, loggia, rez-de-jardin, rez-de-chaussée, enfin voilà. Mais la chose, c'est qu'on a eu le Covid entre-temps, on a les élections présidentielles en avril 2022, donc tout le monde va nous sortir chacun quelque chose. Et surtout que le Pinel, en fait, on attendait le décret là en fin 2021 et il n'est toujours pas arrivé. Donc, pour moi, c'est plus contraignant sans avantages fiscaux supplémentaires, donc ça ne marchera pas et ça ne prendra pas. Voilà, je ne pense pas que ça passera. Je reviens à mon Pinel actuel, d'accord? Donc, aujourd'hui, automatiquement, quand on achète un bien, c'est un bien neuf, un bien qui est en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, qui répond aux normes RTF 2012 ou RE 2020. Donc, qu'est-ce que ça apporte comme avantage, ça? Pour mon locataire, ben, évidemment, les DPE sont très bien classés. Donc, mon locataire, lui, il va économiser des charges, il va économiser environ un mois de loyer. Et avantage pour mes propriétaires, donc qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont revendre? Évidemment, on me vend par exemple, ça sera encore sous garantie décennale, j'ai la garantie biennale. Aujourd'hui, c'est des normes prisées pour les futurs acquéreurs et investisseurs. Et à savoir qu'automatiquement, quand j'achète un bien, le but c'est de louer en tant que résidence principale, donc RP c'est résidence principale. Et ça évite quoi? Ça évite le turnover, donc on ne fait pas de saisonnier, on ne fait pas de Airbnb. C'est vraiment du logement nu. Voilà. L'État me dit quoi? Il me dit aussi qu'aujourd'hui, je ne peux plus investir n'importe où. Pourquoi? Parce que c'est cadré. C'est que dans les zones dynamiques. C'est que là où il y a besoin de logement. Donc, ma zone A bis, c'est Paris, Petite Couronne. Ma zone A, c'est l'agglomération parisienne, Côte d'Azur, Bassin Genevois. Donc, on a Lyon, on a Montpellier, on a Lille. Et ma zone B1, c'est tout ce qui est agglomération de plus de 250 000 habitants. Donc, on a Lens, on a Bordeaux, on a Toulouse. Enfin, voilà. C'est concentré dans les grosses villes. Donc là, je vous ai noté, hein, ça couvre à peine 5% du territoire français. Comment nous, on va aller choisir nos biens, comment on va aller présenter les biens à nos clients? Eh ben, on va déjà se baser par rapport aux données de l'INSEE. Donc là, l'INSEE me dit quoi? Me dit qu'en 2040, les flux migratoires, donc plus c'est foncé, plus j'ai du monde. Et on va aussi en fait aller chercher des villes qui ont des projets urbains, qui ont des villes développées, c'est-à-dire qui sont attractives. Donc aujourd'hui, pourquoi Bordeaux ça a pris de la valeur? Parce que j'avais ma ligne LGV. Hein, donc, il n'y a pas de secret. Et pour ça, tous les clients en fait veulent investir à côté de chez eux, mais c'est pas le but. Hein. Aujourd'hui, d'où l'importance d'être accompagné. Un client, il sait pas tout ça, il peut pas se renseigner, il peut pas tout savoir. Alors que tout ça, nous on le sait en amont. Les lots sont étudiés, sont scrutés. Enfin voilà, donc important de se faire conseiller. Ensuite, j'ai pas le droit de mettre des plafonds exorbitants. Pourquoi? Aujourd'hui, l'État me dit, tu dois respecter des plafonds de loyer. Donc là, il y a une formule derrière, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est environ 20% moins cher que le marché actuel, que ce qui se fait sur le marché. Donc, si je suis moins cher et que je suis dans du neuf,
automatiquement, je suis toujours louée. J'ai des plafonds de revenus également. Donc, attention, le Pinel, ce ne sont pas des logements sociaux, d'accord? Une personne A, en zone A, par exemple, j'ai mis l'exemple, hein, peut gagner jusqu'à 3 198 € par mois et est éligible au logement Pinel. Donc, ça correspond à quand même une grande majorité des Français. Ensuite, j'ai un plafond de surface habitable à respecter, donc je ne peux pas aller défiscaliser au-delà de 5 500 € le prix au mètre carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète aujourd'hui en zone ABIS, donc à Paris, un 30 mètres carrés à 300 000 €. Donc, ça me fait 10 000 € le prix au mètre carré. Hein. L'État me dit non, tu ne vas pas défiscaliser sur 300 000, tu vas appliquer le plafond, donc 30 mètres carrés fois 5 500 €. Ça fait que je vais pouvoir défiscaliser que sur 165 000. Donc, au lieu d'avoir une défisque de 2% sur 300 000, donc de prendre 6 000 € tous les ans, je ne vais plus que défiscaliser 3 300 €. Donc, ça ne vaut pas le coup. Et ensuite, donc l'État a mis aussi le décret Montgolfier. Donc ça, c'est la mise en place au 1er avril d'un plafonnement pour les frais d'intermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'un promoteur va se gaver, va gonfler ses prix, etc. parce qu'il doit respecter ce décret qui nous dit que sur le montant de son bien, il faut qu'il y ait 90% qui correspondent à des coûts de construction. Et les 10% supplémentaires, ça sera pour ses frais de commercialisation, ses taxes, ses rémunérations des intermédiaires, les bulles de vente, etc. Donc, si je prends l'exemple simple d'un bien à 100 000 €, sur les 100 000 €, il y a 90 000 € qui doivent être uniquement qui doivent être sur les coûts de construction, et il n'y a que 10 000 € qui peut lui servir d'aller faire sa publicité à côté. Donc, c'est 10% maximum, hein, ça peut être moins. Ensuite, point important à partir de 2025. Donc ça, aujourd'hui, l'ancien, c'est dans le collimateur de l'État. C'est-à-dire que tous les logements qui sont dits passoires énergétiques, qui sont classés F et G, ne pourront plus être loués. Donc, d'où l'importance d'aller chercher du neuf pour être tranquille et ne pas refaire des travaux en 2025. Parce que moi, derrière, investisseur, je vais arriver, je vais dire, ton logement, je ne peux pas le louer, il va falloir que je remette tant de travaux dessus. Donc, en fait, c'est plus rentable, quoi. Et ça représente environ 5 millions de logements en France. À savoir que le propriétaire, aujourd'hui, donc mes clients, ils ont jusqu'à 12 mois pour louer leur bien. Après, il n'est plus éligible Pinel. Pourquoi l'État a mis ça en place? C'est parce qu'aujourd'hui, les biens Pinel, ils sont extrêmement bien placés dans des zones tendues. Donc, il y a des petits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du saisonnier, ils font du Airbnb. Donc, l'État a dit stop, vous pouvez vous amuser pendant 12 mois. Par contre, après, moi, il faut que ça réponde à mes besoins, c'est-à-dire pouvoir loger toutes les personnes qui sont demandeuses. Donc, au bout de 12 mois, si vous ne le passez pas en Pinel et vous ne respectez pas les choses, vous n'êtes plus éligible au bien fiscal. On peut louer à ses ascendants ou descendants, d'accord? Attention, si on loue à ses enfants, automatiquement, ils sortent du foyer fiscal. Donc, je n'ai plus la demi-part ou la part si c'est le troisième enfant. Et il n'a pas le droit aux APL. Pour rappel, quand on fait une défiscalisation, il ne faut pas mettre d'affect. C'est-à-dire que quand on a nos clients qui nous disent « moi, je vais acheter à tel endroit parce que mon fils, d'ici 5 ans, il va aller faire ses études là-bas. » Alors, peut-être, parce que d'ici 5 ans, ça a le temps de changer. Mais surtout, il n'y a pas d'affect. C'est aujourd'hui, on vous dit d'acheter là, il faut acheter là. Pourquoi? Parce que nous, on sait que ça va prendre de la valeur, que ça ne va pas perdre. Le but, c'est d'aller revendre dans 10 ans et de ne pas perdre d'argent. Et ensuite, donc, j'ai mes portes de sortie de la Pinel. Donc, l'État s'est dit, qu'est-ce qui peut faire que demain, mes clients là, qui ne payent plus d'impôts, évidemment, c'est qu'il y en a un des deux qui décède, qui est une invalidité et un licenciement économique. Voilà, donc à partir de là, si je respecte ces portes de sortie, je n'ai pas à rendre l'avantage fiscal déjà perçu. Si demain je divorce, il faut qu'il y en ait un des deux qui garde au minimum le bien, d'accord? Sinon, on peut faire 50-50, chacun prend la moitié du bien fiscal et chacun prendra la moitié des revenus fonciers. Par contre, si je me lève la 4e année et que je me dis, en fait, je veux tout plaquer, je m'en vais en Norvège, non. D'accord? C'est un engagement pendant 6 ans. L'État s'engage lui aussi de son côté à nous donner nos 2%. Donc, on s'y engage et on respecte l'engagement. Sinon, on prend l'avantage fiscal déjà perçu depuis le début. Donc, non.
Donc, les questions, c'est aujourd'hui, si le locataire ne paye pas ou si je n'ai pas de locataire, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, c'est la hantise de tous les propriétaires qui font de la location. Si demain, moi, je suis votre locataire, dès le premier loyer, j'arrive et je ne paye pas. Aujourd'hui, donc nous, on travaille avec Kietis Gestion, donc c'est nos gestionnaires de biens. L'assurance me dit quoi? L'assurance de chez Kietis me dit, écoutez, madame, si vous avez une locataire qui arrive et qui ne vous paye pas dès le premier loyer, c'est pris en charge jusqu'à 100 000 € sans franchise. Si demain, je n'ai pas de locataire, ça s'appelle de la vacance locative. Donc, moi, j'arrive au mois de janvier, il n'y a pas de locataire jusqu'au mois d'avril, d'accord? Là, ça va être pris en charge aussi pendant 12 mois. Là, il y a un mois de carence. C'est comme ça. Et ensuite, mon gestionnaire, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, il va s'occuper de tout. Voilà. C'est lui qui va rechercher et sélectionner les locataires avant même la livraison. Hein, d'accord? Le but, c'est que je suis livrée en avril, j'ai mon locataire en avril qui arrive. C'est lui qui va assurer les visites du bien loué. C'est lui qui va rédiger les baux. C'est-à-dire, il va faire l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie. C'est lui qui va percevoir les loyers et ensuite les verser à mes clients. D'accord? Automatiquement, il n'y a jamais de contact entre le locataire et le propriétaire. Aujourd'hui, les clients doivent être tranquilles. C'est chacun son métier. C'est pas à eux de gérer ça. Voilà. Il faut que ça soit clair et net. Et évidemment, c'est Kietis qui va gérer les travaux. C'est lui qui va, si demain il y a quoi que ce soit, c'est lui qui va faire marcher les assurances. On est aussi couvert par une protection juridique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire est tranquille. Tout est géré. Donc là, j'ai juste mis un petit exemple avec des chiffres. Donc, pour rappel, hein, mes clients aujourd'hui vont payer 5 600 € d'impôts. Donc, vu que ça va être à partir de l'année prochaine et sur les 10 ans qui arrivent, moi, je pars sur 5 600 € d'impôts. Hein. Donc, alors je ne sais pas si on voit bien, mais mes clients sont sur 2 parts fiscales, donc ils sont sur une TMI à 30%. Aujourd'hui, ils sont imposables sur 58 843 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une simulation, j'ai tout mis au 1er janvier 2021, j'aurais pu mettre 2022, hein, ça ne change rien. Mon montant total d'acquisition, aujourd'hui, je leur dis, monsieur et madame, on va partir sur un investissement de 253 000 €. Dedans, j'ai inclus mes frais de notaire, d'accord? Et j'ai inclus la garantie, donc eux, ils sont à la Banque Populaire. Le courtier a très bien fait son travail, donc il m'a eu une garantie à 800 €. Et j'ai rentré mes loyers. Donc mes loyers, là, les clients, on a 651 € par mois qui vont rentrer. Je vais revaloriser les loyers tous les ans de 0,8%. Donc ça, c'est normalement, la moyenne, c'est plus élevé, mais on part toujours au plus pessimiste. J'ai mis 0,8 pendant 10 ans. J'ai inclus mon gestionnaire et mes assurances, donc 14%. J'ai 9% de gestionnaire et 5% d'assurance. J'ai provisionné également mes charges de copro à 5%. J'ai provisionné la propriétaire non occupant à 8 € par mois parce que chez nous, c'est un forfait à 90 € à l'année. Et j'ai provisionné également ma taxe foncière. J'ai mis comme quoi elle n'était pas exonérée, sachant que dans le neuf, on peut être exonéré pendant 2 ans. Vu que les lois changent, etc., on ne sait jamais. J'ai dit, on n'est pas exonéré, on paye plein pot notre taxe d'habitation dès le début, notre taxe foncière dès le début. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on rentre ça, c'est toutes les charges que le propriétaire peut avoir au cours de l'année. D'accord? Tout est inclus. Au niveau du financement, donc on est parti, donc apport initial, là, on a réussi à avoir 0 € d'apport. Aujourd'hui, si les banques nous demandent 5 000 ou 10 000 € d'apport, on ne va pas passer à côté d'une défisque pour 10 000 €, hein, il faut être clair. Donc, on a fait un crédit sur 253 000 €, un différé d'amortissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon propriétaire ne payera jamais sa mensualité pleine tant que je n'ai pas de locataire. D'accord? Pendant toute la durée des travaux, on va débloquer pour payer au promoteur pour faire le chantier. Et nous, on payera des intérêts sur ces sommes débloquées, plus l'assurance. J'ai eu un taux à 1,15 sur 264 mois, donc c'est 22 ans. J'ai l'assurance du prêt, et du coup, ça me fait une mensualité à 1 198 € par mois. Ici, aujourd'hui,
Les objectifs, donc qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Mes clients, ils vont économiser donc, sur 9 ans, parce que là, j'ai fait une défisque sur 9 ans, parce que l'objectif, hein, c'est 10 ans. C'est la stratégie est sur 10 ans. Mais moi, quand je fais mes simulations, je pars toujours du principe qu'on va mettre au plus pessimiste, évidemment, 12 mois plein pour revendre le bien. Donc, qui revend le bien? Évidemment, chez nous, c'est Lifestone. Enfin, le propriétaire fait ce qu'il veut. Hein. Mais s'il est à l'autre bout de la France, vu qu'on est partout, on donne le mandat à Lifestone et derrière, ça vend. Donc, en économie d'impôt, économisé net, on est à 34 000 euros. Donc, je vais recevoir plus, évidemment. Simplement, quand nous, on va faire les déclarations d'impôt, je vais devoir rentrer les revenus fonciers perçus par mes clients. Donc, ça va un petit peu diminuer mon gain fiscal. Donc, net économisé, je vais économiser net, donc 34 000 euros sur 10 ans. Qu'est-ce que je vais demander à mes clients? Et il faudra qu'ils s'y tiennent, c'est que pendant 10 ans, il faut qu'ils placent 339 euros tous les mois de côté. Ces 339 euros tous les mois de côté, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à payer le delta entre mon prêt et mon loyer qui va rentrer, mon gain fiscal que j'ai remis au mensuel, mais surtout il va permettre de provisionner sur le compte toutes les charges, mon gestionnaire, mes assurances, etc. C'est-à-dire que quand je vais avoir la taxe foncière à payer, eh ben, ça sera sur le compte Pinel dédié à cet investissement-là. Et du coup, ils iront jamais chercher sur leur compte courant, leur compte joint, etc. C'est vraiment que sur ce compte-là. Donc, le fait de mettre ces 339 euros par mois, ça tranquillise les clients pendant 10 ans. Ensuite, la ligne de la évaluation du capital disponible, donc les 94 974, eh ben, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est dommage parce que je ne vous entends pas, mais qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on va revendre. Mais qu'est-ce que c'est, Mélanie? Ah, voilà. Donc, j'achète un bien. Là, mon bien, il était à 247 000. Hein, quand je reprends ici, il est à 247 000 et j'ai inclus, moi, les frais de notaire et les frais d'acte. D'accord? Donc, le but, j'achète 247 000, je revends 247 000. Je pars au plus pessimiste, je ne fais pas de la plus-value, rien du tout. Je revends 247 000. À ma banque, j'ai fait un crédit sur 22 ans. Donc, il faut quand même que je la rembourse. D'accord? Donc, c'est simple. Hein, là, je vous ai mis le 94 000, c'est mes 247 000 du prix du bien, moins ce que je dois à la banque, mes 152 000. Ça veut dire qu'il me reste dans ma poche 94 000 euros. Et ça, c'est net d'impôt, net de tout, parce que je suis partie au plus pessimiste sans plus-value. Si demain, on doit payer de la plus-value, clairement, on s'en fout. Quoi, hein. Voilà, c'est pas grave, c'est bien payer de la plus-value. Ensuite, j'ai mon complément de retraite. Donc ça, c'est si demain, les clients veulent le garder, donc veulent garder le bien jusqu'au bout. Évidemment, ils auront amorti leur bien. Donc, ils ont une valeur patrimoniale de 247 000. Et après, les loyers, évidemment, qui sont revalorisés. À savoir qu'à la fin du dispositif, si les clients veulent le passer en meublé, faire du saisonnier, etc., on n'a plus de plafond, on n'est plus tenu à rien. Et ensuite, donc, la sécurité, c'est la protection de la famille. Donc, en fait, c'est je veux dire, l'immobilier, c'est la meilleure des prévoyances possibles. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il arrive quoi que ce soit à un de mes deux clients, le bien est remboursé soit en totalité, soit partiellement, et on a les loyers qui tombent encore. Donc, voilà. C'est important de le savoir. Au niveau des impôts, donc, aujourd'hui, mes clients, ils payent 5 665 euros d'impôts. Grâce à la défiscalisation, on va aller gommer 5 000 et quelques, mais je vais créer un petit peu d'impôt foncier. Donc, en impôt restant dû, aujourd'hui, il leur restera encore 1 200 euros en moyenne à payer qui ne leur reviendront pas. Voilà. Mais on fait travailler, nous, 5 000 euros pour mes clients. Le camembert. Donc ça, c'est simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qui paye le plus? C'est le locataire, d'accord? Si le locataire ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, moi j'ai l'assurance jusqu'à 100 000 euros, ça veut dire qu'il peut rester dans le logement pendant 10 ans. Évidemment, il ne restera pas 10 ans, hein. Les assurances feront les choses, mais j'aurai mes loyers qui vont tomber tous les mois. Ensuite, si je n'ai pas de locataire, vacances locatives, c'est pris en charge aussi pendant 12 mois. Deuxième partie, ma partie en jaune, c'est l'État. Donc, si l'État demain vient à changer de loi,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurai quand même mes 5 000 euros tous les ans pendant 9 ans? Donc oui, il n'y a pas de rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité sur les lois qui sont actées. Et idem, hein, si demain, là, avec les élections présidentielles, aujourd'hui je passe, donc je signe à un Pinel ma livraison et que sur 2023 ou 2024, et d'ici là, il y a une autre niche fiscale, je pourrais choisir soit mon Pinel, voilà, soit la nouvelle niche fiscale si elle est plus avantageuse. Mais il y a peu de chance. Voilà. Et la dernière part du camembert, c'est vous, donc c'est mes clients, c'est aujourd'hui, est-ce que demain, ils sont capables de mettre ces 339 euros tous les mois de côté pour atteindre leur objectif? Voilà. Et aujourd'hui, si les clients sont aptes et capables et prêts à mettre ces 339, c'est la seule part du camembert en fait qu'on ne peut pas maîtriser. Si on nous dit oui, et ben voilà, c'est feu. Alors, en fait, j'ai fait simplement un petit résumé. Donc là, je suis partie sur le projet défiscalisant plus une année de revente, donc ça fait 10 ans. Montant d'investissement, 253 000 euros. Ma réduction fiscale annuelle nette, je suis à 3 413 euros par an. Ma réduction totale, donc je serai à 34 000 euros. Mon effort d'épargne, il est à 339 euros tous les mois. Donc, je rappelle que l'effort d'épargne, il provisionne tout. D'accord? Je n'ai rien à rajouter d'autre. J'ai fait simplement 339 fois 120 mois, donc ça représente 10 ans. Ça fait que mes clients, ils vont placer 40 000 euros de côté. Et ma capitalisation à terme, c'est 94 000 euros. Donc, ça fait que si je pose sur la table 40 000 euros les 39 euros par mois au fil des années, et que j'en récupère 94 000 euros, ça me fait une renta à 16%. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai quand même l'État qui participe à hauteur de 5 000 euros tous les ans pour mon investissement. Mais mes clients, ils m'ont donné 500 euros d'effort d'épargne. Et là, j'en ai utilisé que 339 euros. Donc, plus 10 000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un placement en parallèle, d'accord, sur un placement Vie Plus. Donc ça, c'est nos supports d'assurance vie. Donc sur 10 ans aussi, d'accord, 10 000 euros, on le place en versement initial. Et qu'est-ce que vont faire mes clients? Tous les mois, ils mettent 160 euros sur cette assurance vie. Aujourd'hui, vu qu'on a un horizon de placement à 10 ans, on peut aller chercher un peu de dynamisme et j'ai été chercher un rendement à 6%. Donc, je leur dis que 6% net de frais, net de tout. Hein. Capital à terme, donc au bout des 10 ans, aujourd'hui, mes clients, ils auront 38 000 euros sur le compte de l'assurance vie. À la suite de la revente de mon bien Pinel, ils vont avoir 94 000 euros. Donc, les 94 000 euros, je ne suis pas sûre qu'on va les laisser sur le compte courant à dormir. Ah bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si on a un projet ou autre, évidemment, on va les utiliser. Mais là, il ne faut pas oublier que l'objectif de mes clients, c'était d'aller chercher une rente complémentaire pour la retraite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ces 94 000 euros, je les place sur le support de l'assurance vie. Et après, je ne mets plus tous les mois parce que dans 10 ans, mon client, il a 61 ans. Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne veut plus mettre ses 500 euros d'effort d'épargne. On arrête, on laisse travailler notre argent. Donc, l'année 10, on a 133 000 euros. Et le fait de laisser travailler à 6%, je suis à 141 000 euros année 11. Et donc, la synthèse pour la stratégie de mes clients, c'était avec 500 euros d'effort d'épargne et 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été réduire 34 000 euros d'impôts. Moi, j'ai utilisé 500 euros. On a arbitré 10 000 euros. Et on a constitué un capital de 141 000 euros. Et en fait, le fait de laisser travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me crée 8 000 euros d'intérêt par an. Ça fait une rente de 660 et quelques par mois. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec la loi Pinel, doubler d'un placement en parallèle toujours d'une assurance vie. Et voilà. Et les clients, ils sont contents, ils savent que tout est maîtrisé de A à Z et évidemment qu'ils seront accompagnés pendant les 10 années qui arrivent. Donc, il n'y a rien de compliqué, il faut juste être bien accompagné et c'est tout. Voilà. Merci Mélanie pour ces explications. Effectivement, avec des données chiffrées, un exemple concret, c'est beaucoup plus clair. Et ça nous permet davantage de nous projeter sur ce dispositif. Alors, j'ai eu pas mal de questions par chat. Oui. On va y répondre ensemble si tu le veux bien. Alors, il y a des questions auxquelles tu as déjà répondu, mais je pense qu'on peut quand même revenir dessus. On nous demandait si le prix du mètre carré était plafonné en plus du plafond du prix total du bien.
Alors, de toute façon, c'est 5 500 €, hein, donc on ne peut pas aller au-delà. Oui, c'est ça. Voilà. Et on nous demandait aussi si l'engagement de location est modifiable. Et donc ça, c'est au bout des 6 ans, c'est ça? On peut décider Au bout de des 6 renouveler ans, l'opération. on fait un état des lieux, on peut proroger jusqu'à 9 ans. Idem, arrivé à 9 ans, on se dit, ben, est-ce que je refais un an à 1% et après un an, etc. Donc, sans souci. Et à 9 ans, idem, hein, on fait un état du marché. Est-ce que j'ai une niche fiscale aujourd'hui qui me permet d'aller défiscaliser 1% ou pas? Ça n'existe plus. Si ça n'existe plus, je proroge encore de 3 ans pour aller chercher mes 1% par an. Il faut vraiment faire des steps et puis se dire, regardez le marché, est-ce que là c'est le moment de vendre parce que je vais aller faire de la plus-value? Est-ce que tout me convient, est-ce que je vais le garder plus tard et puis pousser la défiscalisation jusqu'au bout? D'accord, ok. Et on me demande aussi si on a une mensualité de crédit qui est très basse. Est-ce que finalement ça peut annuler, on va dire, un effort d'épargne? Est-ce que finalement on ne peut pas tout mettre entre guillemets sur le dos du locataire et de l'État? Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la durée du financement va être longue, plus ma rentabilité sera meilleure parce que plus mon effort d'épargne sera petit. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, les banques qui vont faire investir les clients sur 15 ans, enfin, c'est une connerie monumentale, entre guillemets, hein, parce qu'en fait, l'effort d'épargne, il explose. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ne calculent pas l'effort d'épargne des clients et ils payent la taxe foncière comme ça. Donc, on ne se rend pas compte de combien on met tous les mois. Mais ça peut monter très haut et très vite si ce n'est pas calculé et avec un bon financement. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse annuler. On ne peut pas annuler. Hein, il y aura toujours un effort d'épargne à donner. Pourquoi? Parce qu'on préfère, nous, toujours majorer les charges, majorer les choses, enfin, surprovisionner pour être sûr d'avoir toujours des sous sur le compte dédié. Ok, très bien. On me demande aussi à quel niveau d'imposition on peut prétendre à intégrer ce dispositif. Alors, tu disais qu'effectivement, les dispositifs, on avait différents dispositifs et qui s'adressaient à des niveaux d'imposition différents. Tu faisais référence au Malraux, monument historique. Là, sur du Pinel, on est un peu plus sur du tout venant en matière de cible, on va dire. Ouais, donc c'est à partir de 2 500, 3 000 € d'impôt. Voilà, pour aller chercher une belle opération. Parce que enfin, je veux dire, en dessous, il faudra faire du LMNP sans 6 bouvards, d'accord? Mais au-delà, enfin, sauf si après on a une augmentation dans les années à venir et qu'on sait qu'on va perdre une part fiscale, donc que mon impôt va augmenter. Mais aujourd'hui, en dessous de 2 500 €, ça ne vaut pas le coup de faire du Pinel, honnêtement. Ouais. D'accord. Et là, on me demandait, j'ai une personne qui paye entre 25 et 30 000 € d'impôts par an. Elle me demandait le montant maximal qui peut être réduit. Je pense que ça doit faire l'objet tout simplement d'un bilan patrimonial, peut-être avec un expert. En fait, s'il veut partir sur de la Pinel, dans tous les cas, ce sera 10 000 € maximum. Mais il peut faire son... En fait, ce qu'il faut voir, c'est la capacité d'emprunt derrière et l'objectif final. Aujourd'hui, on peut très bien aller tout gommer avec du monument historique, du Malraux. Mais voilà, il y a des durées d'engagement aussi. Donc, il faut faire un bilan patrimonial pour vraiment savoir les objectifs du client. Mais on peut gommer vos impôts, hein, voilà, sans souci. De toute façon, je vous mettrai aussi, je vous partagerai le lien. Je vais même le faire maintenant. Si vous voulez être appelé par un conseiller en gestion de patrimoine Quintessence, l'objectif, c'est véritablement que vous fassiez le point sur votre patrimoine, sur votre fiscalité, pour être le mieux accompagné possible sur ce projet de défiscalisation. Et aujourd'hui, Non, pardon, vas-y. Il y a tellement de choses à faire en fait pour réduire son impôt. Et nous, on tombe des fois sur des clients, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans qu'ils payent 7 000 € d'impôt. Pas dans le vent, hein, mais qui ne leur revient pas alors qu'ils sont en capacité d'emprunter, de créer du patrimoine pour la famille, de créer de la rente pour plus tard, d'aller pouvoir faire des donations aux enfants, de protéger la femme, par exemple, qui a été maman au foyer, donc aller chercher une rente complémentaire pour elle. Enfin, aujourd'hui, l'immobilier, c'est juste, voilà, c'est parfait. J'ai d'autres questions par rapport à cette fin un peu de la loi Pinel, parce qu'apparemment, elle semblerait s'arrêter à peu près vers 2024. Après, tout peut bouger encore. Oui. Quand on parle de 2022, est-ce que ça correspond à la date de signature de l'acte, la date d'acquisition du bien, sa location? En fait, il faut absolument passer chez le notaire avant le 31/12/2022. C'est ça qui fait foi, c'est l'acte. Okay. Je peux très bien avoir une livraison en 2024,
C'est pas grave. J'aurai le gain fiscal du Pinel actuel de 2022. Par contre, si je passe au 1er janvier 2023, ce n'est plus le Pinel actuel, ça sera le Pinel avec des taux dégressifs. D'accord. Et si par exemple, parce que j'ai aussi cette question-là, si on a pris l'engagement sur 6 ans, Oui. en 2021, est-ce que du coup, à partir de 2023-2024, les réductions vont baisser ou est-ce qu'on va toujours bénéficier des taux qui nous avaient été vendus, entre guillemets, en 2021? Alors, il n'y a pas de rétroactivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je signe le Pinel à 2%, même s'il vient baisser à être à 0,5, dans les années qui arrivent, j'aurai toujours mes 2%. D'accord, très bien. J'ai un couple, ils sont mariés en séparation de biens. Oui. Est-ce que du coup, il faut partir sur 2 Pinel? Ou est-ce qu'on peut se cantonner à un Pinel? Ça dépend En fait, monsieur peut acheter tout seul, madame peut acheter toute seule. Par contre, le gain fiscal sera effectué sur le foyer. Vu qu'ils sont mariés, ils ont une déclaration commune. Donc, madame peut faire un Pinel à 300 000, monsieur peut faire un Pinel à 200 000 et ils défiscaliseront les 10 000 euros, par exemple. Voilà. Après, monsieur et madame peuvent acheter un bien à 300 000 et chacun avoir moitié-moitié, quoi. Faire un financement à 50-50 et chacun aura la moitié du bien. Mais le gain fiscal sera impacté sur le foyer fiscal du foyer, de la famille. On me demande aussi si l'impôt foncier est calculé dans l'effort d'épargne. Oui. Alors, non. C'est pour ça qu'en fait, après, on remet le montant. Alors, je ne sais pas si. Je crois qu'on passait des 330 et quelques à 339. Du coup, ça change un peu la parce que c'est la dernière année. En fait, sur la dernière année, je vais ne plus recevoir mon gain fiscal. Par contre, je vais toujours avoir des loyers, donc je vais être taxée dessus. Donc voilà, ça représente 9 euros par mois, quoi. Donc, c'est pas... D'accord. Ok. Et on me demande comment est calculée la rentabilité. Alors, avec un simulateur, et en fait, je mets le capital initial, la durée et l'abondement que je mets tous les ans, tous les mois. Et du coup, ça me donne la rentabilité. Voilà. D'accord, très bien. Et j'ai une question aussi sur l'assurance vie. On me demande si les 6% de l'assurance vie sont garantis. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si demain vous voulez de la garantie, il faudra aller sur des obligations, donc ça rapporte strictement rien. Voilà. Et mes clients, ils ont une stratégie sur 10 ans. Donc sur 10 ans, c'est un moyen terme, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'aller mettre un petit peu d'actions, mais surtout diversifier mes actions, en mettre plusieurs. Et en même temps, là, je leur ai mis aussi de l'immobilier, donc la SCI, la SCPI, etc. Donc tout ça, ça lisse et ça me donne une renta à 6%. Mais aujourd'hui, celui qui veut récupérer ses sous demain, entre guillemets, c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître les projets et les projets du client et la durée. Mais 6%, c'est atteignable largement sur 10 ans. Hein. D'accord, très bien. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Est-ce que tu as envie peut-être de faire un dernier mémo, peut-être des informations ultimes à retenir par rapport au dispositif Pinel et pourquoi il est intéressant d'en profiter? Pourquoi il est intéressant d'en profiter? Parce que déjà, c'est 2% par an. Hein. C'est de l'argent que dans tous les cas, le particulier va payer. Hein. On paye nos impôts tous les ans, tous les mois, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous revient. Et ça nous revient pourquoi? Pour nous, pour le foyer, pour le patrimoine, pour atteindre les objectifs derrière. Donc, évidemment, il faut aller mettre un effort d'épargne. Mais aujourd'hui, c'est pas grave parce que c'est de l'investissement, on le récupère au bout des 10 ans. Aujourd'hui, si on est bien accompagné et que tout est cadré, le Pinel, c'est de la bombe, quoi. Enfin, c'est parfait. C'est-à-dire que ça va toucher plus de la majorité des Français qui payent des impôts parce que c'est entre 2005 et 10 000 euros d'impôts, voire plus. Hein. Donc, pourquoi s'en priver si demain on a la capacité d'emprunter? Il faut utiliser le levier du crédit pour s'enrichir. Aujourd'hui, peu de personnes, on ne peut pas, moi, mes clients, là, ils ne pouvaient pas emprunter, ils ne pouvaient pas poser 250 000 euros sur la table. Par contre, ils ont pu les emprunter et ils vont pouvoir récupérer 94 000 euros dans 10 ans. Chose qu'aujourd'hui, s'ils ne nous avaient pas rencontrés, ils auraient continué à épargner sur leur compte courant qui ne rapporte rien. Ils n'auraient pas eu de prévoyance à côté s'il arrivait quoi que ce soit. Et surtout, ils ne se seraient pas forcés à
mettre des sous de côté, à diversifier et avoir ça à la fin. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci Mélanie pour Oui, ce de mot de rien. la fin. Je pense qu'on a tous envie maintenant de souscrire à un Oui. Pinel pour réduire nos C'est impôts. trop bien. C'est vraiment bien le Pinel. Voilà. Donc, mais Oui, par oui. contre, il faut être encadré Oui. et surtout pas d'affect, quoi. C'est-à-dire que si demain il faut acheter là, on sait qu'il faut acheter là, on sait que derrière c'est nos agents immobiliers qui vont revendre. Le but c'est pas de se garder les biens sur les bras pendant un an, quoi, hein, du tout. Hein. C'est que tout le monde y trouve son compte, qu'on puisse revendre. Derrière, idem, je rebondis quand même sur les garanties de Kétis. On n'a aucun intérêt, nous, à aller chercher un bien qui est dans une zone sinistrée, qui est pas attractive, où il n'y a pas de commodité à côté. Pourquoi? Parce que derrière, c'est nos garanties, hein, c'est notre trésorerie, donc ça sort de chez Plural, de chez Quintessence, etc. Donc, on n'a pas d'intérêt à aller faire investir notre client là où c'est pas attractif. Voilà. Je rebondis juste parce que j'ai d'autres questions qui sont arrivées, qui sont Oui. aussi assez pertinentes. On parlait de l'apport. Alors, je sais que les banques ont un peu changé leur fusil d'épaule. Avant, on pouvait investir sans apport. Oui. Est-ce que là, l'apport personnel est obligatoire, nécessaire dans le cadre du dispositif Pinel? Et, alors, ça va dépendre de si... En fait, ça va dépendre du... Si vous avez un bon courtier, là, on a sorti du 25 ans sans apport, ça devient très rare, hein, d'accord? Il faut se dire, aujourd'hui, les banques, il faut montrer patte blanche, hein, il faut se dire, et elles vont peut-être me demander de mettre les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est pas énorme, hein. Donc, si c'est 5 000 €, on place les 5 000 €. Mais c'est possible, avec un bon courtier, d'aller chercher le moins possible d'apport à mettre dans notre Pinel. D'accord. Et on me demandait aussi si on pouvait faire du Pinel avec une SCI. Ou est-ce que c'était... D'accord. Mais SCI à l'IR, hein, pas à l'IS. D'accord. Voilà. Et aussi, chose importante, Mélanie, demain, toi et moi, on peut acheter un Pinel ensemble. Hein. Même si on n'est pas mariés, c'est-à-dire que si j'ai un couple, c'est des concubins, ils n'ont pas l'intention de se paxer ni se marier, ils peuvent très bien acheter une Pinel ensemble. Et par exemple, si nous, on achète à 50-50, toi, tu auras, on achète une Pinel à 300 000 €, toi, tu auras 3 000 € de gain fiscal et moi, j'aurai 3 000 € de gain fiscal. D'accord, c'est réparti en fait sur les deux acquéreurs, les deux propriétaires. C'est ça. D'accord, très bien. Bon, on prend rendez-vous pour prendre un Pinel à deux. Allez. Ok. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces précisions. On va tous vous libérer pour déjeuner hein, parce qu'il est déjà 12h50. Merci à vous tous pour le temps aussi que vous nous avez accordé pour qu'on puisse profiter ensemble de toute cette expertise. Restez bien connectés sur nos réseaux sociaux parce qu'il y a un webinaire qui arrivera. Alors, on sera plutôt sur fin mars, début avril parce qu'on va parler déclaration d'impôts. Ça va être un moment phare de cette année 2022 et on abordera avec vous surtout la question de comment déclarer ces réductions et ces crédits d'impôt et on bénéficiera de tous les conseils de Julie Évrard sur ce sujet. Donc, restez connectés. Eh bien, bon après-midi. Bon après-midi à tous. Bientôt. Au revoir.